revenus qui ont été récupérés par les humanitaires, mais on aura donc la libération des 20 otages vivants, j'espère la restitution des 28 corps d'otages décédés qui sont tant attendus. C'est aussi la consécration du cessez-le-feu qui permet en effet le retour de la paix, l'arrêt des combats dans Gaza et qui va permettre le retour des opérations humanitaires. Et je veux partager cette joie, cette émotion aujourd'hui avec à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien et remercier les négociateurs qui ont permis cela, l'Égypte qui nous accueille aujourd'hui pour ce sommet, les États-Unis d'Amérique, le Qatar et la Turquie qui ont permis de finaliser ces échanges entre le gouvernement israélien et le Hamas. Aujourd'hui, nous allons également nous réunir en tant que communauté internationale, en tout cas plusieurs représentants de cette communauté internationale, pour préparer les prochaines étapes. La priorité, c'est évidemment la reprise des opérations humanitaires à Gaza dès les prochaines heures. Nous étions il y a quelques mois ici même avec le président Sisi, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Certains d'entre vous étaient à nos côtés à Al-Arish. Et donc évidemment, nous allons nous veiller à ce que les opérations humanitaires puissent reprendre dans les meilleurs délais pour venir en soutien des populations. La France va, comme elle le fait depuis le début, être un des acteurs avec nos ONG, avec le centre de crise du Quai d'Orsay, être aux côtés des populations civiles. Et dans les prochaines semaines, nous co-organiserons avec l'Égypte une conférence humanitaire pour Gaza, pour permettre justement la reprise durable de ces opérations humanitaires et la reconstruction. Ensuite, la deuxième chose, c'est la sécurité dans la durée. Et vous savez que c'était un des points clés, là aussi, du plan de paix franco-saoudien que nous avons endossé il y a quelques semaines, qui a fait l'objet de la déclaration de New York, puis de la conférence que nous avons organisée avec l'Arabie saoudite, qui a été soutenue par 142 États de la communauté internationale. C'est de nous assurer qu'il y a un cadre qui permet la restauration de la sécurité. Et donc on va œuvrer avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays de la région, pays européens donc, et arabes, à ce qu'il y ait ce cadre qui permet une force internationale de stabilisation et qui permet de donner un cadre en soutien donc justement du cadre administratif qui sera donné pour Gaza. D'abord d'accélérer les opérations de formation des forces de sécurité, mais de déployer aussi des forces internationales et de donner un cadre à la démobilisation et démilitarisation du Hamas. Et enfin, c'est évidemment tous les travaux sur la gouvernance qui vont être travaillés. On l'a fait il y a quelques jours au Quai d'Orsay en réunissant les ministres, ce qu'on appelle le quintet arabe et les principaux ministres européens et alliés. C'est de nous assurer qu'on a un cadre de gouvernance qui permet aux Palestiniens d'avoir leur part dans la gouvernance de Gaza, mais qui aussi assure la perspective politique pour le jour d'après, qui est un point clé, qui est au cœur de l'initiative et du plan de paix franco-saoudien. C'est de faire le lien entre Gaza et la Cisjordanie, qu'il ne faut pas oublier en cette journée, et de nous assurer qu'il y a un chemin pour permettre justement les deux États, qui est la seule perspective politique qui permet véritablement une paix durable. Donc voilà ce que nous allons travailler. J'aurai en particulier l'occasion d'échanger avec bilatéral le président Sisi, l'émir du Qatar, mais également avec le président Abbas, qui est là aujourd'hui invité et que je retrouverai dans quelques instants après vous avoir vu. Faite un peu de dernière minute à Mahmoud Abbas de venir par Donald Trump. Et deuxièmement, est-ce que dans le cadre de cette force internationale de stabilisation, la France serait prête à envoyer des troupes? D'abord, je pense que c'est un très bon signal qui est envoyé en invitant le président Abbas. C'est la reconnaissance du rôle de l'autorité palestinienne comme instance légitime. C'est pour moi le signe clair d'abord d'une volonté d'impliquer l'autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza le jour d'après. Et c'est la reconnaissance du fait que la paix durable n'est possible que si on donne aux Palestiniennes, aux Palestiniens leur place. Ensuite, nous savons tous que cela suppose une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. Ça fait partie d'ailleurs des exigences du plan franco-saoudien, mais aussi des engagements pris par le président Abbas dès le mois de juin dernier et qui ont commencé avec un vice-président, la réforme des programmes scolaires et toutes les réformes qui ont déjà été engagées. Je le vois comme un signe très positif. Mais maintenant, ça va être notre constance dans la durée, notre exigence, une
notre capacité à engager toutes les parties prenantes. Voilà. Si je puis dire, cette phase du travail commence, elle est très importante. Ensuite, nous allons œuvrer diplomatiquement à New York pour bâtir le cadre international de cette force. La France est prête et a commencé les travaux de planification et nous sommes prêts à le faire. Et je pense que notre rôle est beaucoup plus légitime dans la planification, la consolidation diplomatique, la formation. Sur le déploiement des forces, je crois que le consensus se joue pour qu'il y ait surtout des forces régionales et peut-être des contributions de certains pays comme l'Indonésie ou d'autres qui ont rappelé leur volonté d'abord d'avoir un cadre international. L'ONU sur la force internationale ou s'y oppose d'après vous? Est-ce que les États-Unis sont prêts à une résolution de l'ONU sur cette force internationale? En tout cas, nos équipes à New York travaillent ensemble, nos ministres ont échangé et nos équipes de représentants permanents échangent à New York sur ce sujet. Donc nous travaillons sur ce sujet en lien avec les États-Unis d'Amérique. Il y a aujourd'hui une gouvernance ad hoc qui est en train d'être construite à Gaza. C'est d'ailleurs le cœur d'un travail qui a été mené par beaucoup de pays de la région auxquels nous avons été associés depuis 2 ans. L'autorité palestinienne doit y avoir une place importante. Un processus d'ailleurs d'autorisation, de transparence avec Israël a été assuré et le Hamas ne peut y avoir aucune place. C'est aux côtés de cette autorité ad hoc dans lequel, encore une fois, il y a l'autorité palestinienne assurant la perspective des 2 États. C'est aux côtés de celle-ci qu'il y a les forces de police et les forces de sécurité intérieure que d'ores et déjà nous formons, qui sont l'autorité légitime. Et en soutien, une force internationale qui doit être déployée. Ce sont ces forces de sécurité qui sont le cadre sécuritaire au sein duquel sera organisée la démobilisation et la démilitarisation du Hamas, avec la surveillance étroite de tous les pays de la région et de la communauté internationale. Vous parlez de stabilité dans la région, c'est le cas aussi, c'est l'enjeu aussi de la France. Vous avez donné un aux questions nationales. Je vais peut-être finir d'abord avec les questions internationales, mais je répondrai à une des questions. Pensez-vous avoir influencé le président Trump? Écoutez, je pense que ce que l'Arabie Saoudite et la France ont bâti depuis plusieurs mois dans le cadre du mandat qui nous a été donné par l'Assemblée générale des Nations unies et qui a abouti au mois de juillet à la déclaration de New York, puis à la conférence sur les 2 États que nous avons tenue en septembre, a créé une mobilisation internationale. Et le plan franco-saoudien est un plan qui a été endossé par 142 États une fois encore. Il a donc créé une dynamique qui a permis de voir qu'il y avait un soutien international fort et qui a remis la question humanitaire, sécuritaire, mais aussi politique au cœur de ce sujet. Et qui, je pense, a permis de voir qu'il y avait une majorité des États du monde qui considéraient que la sécurité et la stabilité de tous dans la région n'étaient pas possibles sans perspective politique. Ça a été la contribution que nous avons apportée dans le rôle qui est le nôtre, en lien avec les États de la région. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout que nous n'ayons jamais perdu le fil avec tous les États de la région et qu'il y ait, avec tous les États arabes et les États européens, cette capacité à avancer ensemble. Je crois qu'elle a été considérée, vue et qu'elle a nourri le plan américain et c'est une très bonne chose. Voilà. Et donc ça s'est fait, je l'espère, en influence mutuelle. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Le résultat d'aujourd'hui est bon. Le résultat d'aujourd'hui est très important et il est émouvant pour nous tous. Le cessez-le-feu et la libération des otages. Mais il faut avoir l'humilité de voir que tous ensemble, on a encore beaucoup de chemin et on va s'y atteler. Écoutez, ces inquiétudes sont toujours très légitimes après ce qu'a vécu Israël le 7 octobre 2023. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un travail très étroit qui est fait avec Israël, à la fois sur les sujets de gouvernance, mais aussi sur les forces. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a d'ores et déjà des formations qui sont faites, des forces de sécurité, et à chaque fois elles sont faites en transparence avec une association des forces israéliennes, que ce soit d'ailleurs en Cisjordanie comme à Gaza. Et donc c'est ce processus qui va continuer pour donner la pleine visibilité aux Israéliens sur leur sécurité et éviter de tels mécanismes. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui est fait par tous les formateurs, dans les plans qui existent déjà et que nous allons monter en puissance. Et c'est ce que les Américains, les Européens, mais aussi tous les pays de la région apportent comme garantie. Et donc
c'est ce travail étroit que nous allons poursuivre. La négociation de la phase 2, et est-ce que vous avez prévu, est-ce que ce sera possible d'aller en Israël maintenant que cette étape est passée? D'abord, il est prévu que la France ait en effet un rôle dans cette phase.